L'utilisation accrue des écrans par les enfants dans notre société moderne est un constat facilement objectivé. Si nous ne pouvons que tous nous accorder sur ce fait, les messages à délivrer en tant que professionnels de santé restent flous. Ce tutoriel a pour objectif d'apporter aux médecins généralistes des pistes qui les aideront, d'une part à mener un repérage systématique et d'autre part à mener une intervention vis-à-vis des effets adverses des écrans. La population ciblée est celle des enfants de moins de 6 ans. Les écrans font partie de nos quotidiens et rythment nos vies. En 2023, une étude Ipsos expose une moyenne de 5,7 équipements par foyer chez les familles d'enfants de 3 à 15 ans. En 2017, les enfants âgés de 1 à 6 ans passent en moyenne 4h37 sur les écrans selon une autre étude Ipsos, contre 2h10 en 2012. Les écrans sont de moins en moins exclus de la vie des enfants en bas âge. À 2 ans, moins d'un enfant sur 10, 9%, en est réellement tenu à distance. L'offre de programmes est immense, avec notamment un essor des chaînes jeunesse, accessibles 24 heures sur 24, sur des supports de visionnage multiples. Les écrans peuvent alors occuper une place majeure du temps libre de l'enfant, au détriment d'autres activités. D'autre part, la disponibilité des parents est parfois réduite par leur propre utilisation d'écran. L'enfant va donc les imiter. La consommation d'écran des parents influence directement celle des enfants. Les échanges et interactions au sein de la famille tendent à diminuer. Chacun se retrouve seul devant son écran, l'enfant en premier. Face à cette utilisation courante et universelle dans notre société moderne, y a-t-il des précautions? Existe-t-il des recommandations? En 2016, l'AAP propose un nouveau rapport avec une nuance apportée aux recommandations précédentes. Pour les praticiens, la question des écrans doit faire partie des questions de routine de suivi pédiatrique. Il s'agit de repérer le temps passé devant les écrans et l'existence de troubles associés. Ils doivent guider les parents sur le choix des contenus. Pour les parents, il est préconisé de filtrer les programmes, de poser des limites de temps, de sensibiliser les enfants par de l'éducation aux médias et d'effectuer du co-viewing en discutant du contenu avec leurs enfants. L'exemplarité est rappelée. Les parents doivent veiller à contrôler leur propre consommation. Pour les industriels, il faut recadrer les programmes avec des limites d'âge claires. Le recours à la violence doit être considéré comme un acte grave qu'on ne peut normaliser. Ils ne doivent pas vanter des propriétés éducatives non prouvées. Cependant, l'AAP souligne un aspect positif des écrans. Les enfants pourraient apprendre des mots tout de même avec des écrans par le biais du vidéo chatting. Les seuils d'âge sont révisés. Avant 18 mois, l'utilisation des écrans doit être découragée. Entre 18 et 24 mois, si l'on souhaite utiliser des supports numériques, une grande attention doit être portée à la qualité des programmes. Les praticiens doivent savoir orienter les patients vers des sources fiables de vidéos de choix, des sites dédiés, répertorier de telles références. Entre 2 et 5 ans, le temps d'écran doit se limiter à moins d'1 heure par jour, toujours avec des programmes éducatifs accompagnés. Aucun écran ne doit être utilisé pendant les repas, ni 1 heure avant le sommeil, et les écrans doivent impérativement être éteints quand non utilisés. Toutes ces données peuvent être intégrées dans le plan familial média, idée consistant à élaborer en famille des règles d'utilisation pour chacun des membres de la maison. En France, le Haut Conseil de la santé publique a émis des recommandations en 2020 en matière d'exposition des enfants et des jeunes aux écrans. Avant 3 ans, les écrans sont à proscrire si les conditions d'une interaction parentale ne sont pas réunies. Avant 5 ans, interdire les écrans diffusant des images 3D. Quel que soit l'âge de l'enfant, ne pas disposer d'écran dans la chambre des enfants et ne pas laisser regarder la télévision 1 heure avant leur dormissement. Accompagner la consommation d'écran en fonction des écrans, des catégories d'âge et des contenus. Trouver un équilibre entre autorisation et interdiction et limiter le temps d'utilisation pour consacrer du temps aux autres activités. Pour les parents et encadrants, être capable de repérer les signes d'alerte d'une utilisation excessive des écrans et demander de l'aide et des conseils à celles et ceux qui connaissent les risques du numérique. De nombreuses études ont tenté de mettre en relief les répercussions d'une exposition accrue aux écrans chez l'enfant. De nouvelles définitions ont émané d'avis d'experts suite à leurs observations en consultation. Ainsi, Victoria Dunclay, psychiatre américaine, a décrit en 2012 un ensemble de symptômes favorisés par une consommation importante d'écrans qu'elle a nommé Electronic Screen Syndrome, ESS. Elle décrit précisément des signes résultant d'une stimulation excessive stressante. Fait important, elle souligne que les symptômes peuvent s'améliorer, voire se résoudre, avec la suppression stricte des écrans et propose un jeûne d'écran de quelques semaines. Annelise Ducanda, médecin de PMI ayant tiré la sonnette d'alarme dans différentes vidéos et interviews, et Daniel Marcelli, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant, définissent eux aussi un syndrome nommé exposition précoce et excessive aux écrans.
Le phénomène reposerait sur une puissante attractivité des écrans qui détourne l'attention et nuit aux interactions avec le parent. Là aussi est décrit une nette amélioration comportementale après suppression totale des écrans, même si l'enfant risque de présenter une période transitoire de protestation. En pratique, quand et comment parler des écrans? Si l'on s'appuie sur la revue de la littérature et sur les avis d'experts évoqués, nous pouvons isoler des signes d'appel, des difficultés chez l'enfant qui pourront servir de levier d'action en consultation. Pour schématiser, on peut les regrouper en 4 catégories que nous allons détailler. Troubles du langage et de la communication, troubles du comportement, violence, troubles de l'attention et des apprentissages, troubles du sommeil et les problèmes de poids. En ce qui concerne tout d'abord les troubles du langage, il peut s'agir, chez le nourrisson, de l'émission de sons non mélodiques, d'un retard voire d'une absence de langage, chez le petit enfant, plutôt d'un langage plaqué, c'est-à-dire dénué de sens, de la répétition simple de mots, puis d'un vocabulaire pauvre. En ce qui concerne les troubles du comportement, il peut s'agir, chez le nourrisson, de crises, de pleurs inexpliquées, d'une agitation excessive, chez l'enfant plus grand, de colère, de conduite d'opposition, de défi, d'une humeur irritable et labile, de comportements agressifs, violents, voire d'un comportement désorganisé. En ce qui concerne les troubles de l'attention et des apprentissages, il peut s'agir, chez le nourrisson, d'une motricité fine altérée, d'une maladresse dans les jeux d'encastrement de puzzles, par exemple, d'un retard d'acquisition des fonctions exécutives, d'activités spontanées pauvres et répétitives. Chez l'enfant plus grand, c'est l'absence d'intérêt pour les jeux en rapport avec l'âge, faire semblant, cube, construction, reporté sur les écrans, puis d'une baisse des résultats scolaires, ainsi que de la perte de la représentation symbolique. Par exemple, dans le dessin comme l'illustrent les preuves bien connues des bonhommes soumises à des enfants de 5-6 ans, analysées en fonction de leur temps d'exposition aux écrans, dans cette étude allemande de 2005. En ce qui concerne les troubles du sommeil, il s'agit de difficultés d'endormissement, de cauchemars, d'angoisse. Enfin, le dernier signe d'alerte est représenté par des problèmes de poids avec risque augmenté de surpoids et d'obésité. Tous ces symptômes peuvent être favorisés ou même amplifiés par les écrans. Même si la consommation d'écran ne constitue pas un facteur causal indépendant de tous ces troubles, elle peut être causée comme une association à risque et nous pouvons donc y penser devant les problèmes constatés ou rapportés par le parent. Comment en parler? Le repérage précoce intervention brève est une procédure de prévention secondaire visant au repérage précoce d'un comportement facteur de risque. Ainsi, si vous repérez en consultation un des signes d'appel présentés, vous pouvez tout d'abord en informer le parent en donnant une première explication simple en fonction du trouble. Par exemple, s'il s'agit du trouble du langage, vous pouvez expliquer. Les écrans peuvent constituer une barrière aux échanges dans la famille et aux interactions sociales. Votre enfant apprend mieux avec un adulte attentif en face, qui entre en communication avec lui et qui est capable de s'adapter en temps réel à sa compréhension, de reformuler et de répéter si besoin. Cela donne vraiment du sens au langage et aux expériences de votre enfant. S'il s'agit d'un trouble du comportement et ou d'actes violents, vous pouvez expliquer. Les écrans apportent à votre enfant un divertissement immédiat, remplaçant les temps vides et d'ennui, pourtant nécessaires pour imaginer, créer, se calmer seul. Il devient intolérant à la frustration et en plus de l'exposition en elle-même, le contenu peut être délétère. Les images diffusées peuvent être violentes et agresser l'enfant qui ne sait pas encore faire la part des choses entre le fictif et le réel. Si l'enfant présente des troubles de l'attention ou d'apprentissage, vous pouvez dire aux parents: les écrans envoient des stimulations visuelles et sonores intenses, avec des séquences très rapides qui s'enchaînent et qui ne sont pas forcément en accord avec la réalité. L'enfant peut être captivé par ces images et ces bruits, même si la télévision est allumée en arrière-plan et qu'il fait autre chose. Cela va sans cesse le détourner de ce qu'il est en train de faire ou d'acquérir et de prendre la place sur les autres activités. Or, il a besoin d'explorer son environnement, d'utiliser ses 5 sens pour mieux se représenter l'espace 3D et le monde. Pour les enfants scolarisés, précisez aussi que regarder les écrans le matin, par exemple, peut retentir sur l'attention en classe. Les enfants peuvent avoir plus de mal à se concentrer. Si l'enfant présente des troubles du sommeil, expliquez aux parents. Les écrans diminuent la qualité et la quantité de sommeil. Cela est d'autant plus vrai que les écrans sont dans la chambre. Enfin, si l'enfant présente un surpoids, vous pouvez dire: les écrans favorisent la sédentarité et de préférences alimentaires inadaptées influencées par les publicités. L'effet de satiété est diminué et l'enfant mange plus. La première partie du repérage consiste donc à identifier ces signes d'appel. Si un ou plusieurs de ces signes sont présents, il convient de poser la question clé du temps passé devant les écrans en détaillant bien tous les écrans cumulés mais aussi le temps pendant lequel les écrans sont allumés à côté de l'enfant,
même si celui-ci ne les regarde pas. Si ce calcul peut paraître compliqué, une estimation approximative suffira. Le but étant principalement de voir avec le parent ce que ça donne de mesurer l'exposition, de se rendre compte et d'éventuellement le notifier dans le dossier ou sur un support ancré comme le carnet de santé. Notons d'ailleurs que le carnet de santé aborde rapidement à la page des 24 mois les écrans. Si vous n'identifiez pas ces signes d'appel, l'intervention est moins prioritaire. Toutefois, si vous en avez l'occasion, le temps et la motivation, vous pouvez discuter du sujet au cours d'une consultation classique dans une démarche de prévention primaire. Par exemple, lors des consultations de suivi pédiatrique des différents âges, en donnant des conseils de précaution et de modération universelle. Pour aborder les écrans en amont d'un éventuel entretien plus ou moins dédié, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un affichage en salle d'attente. Vous trouverez des supports sur notre site et diffuser des messages simples lors d'un projet de conception, chez le jeune couple ou pendant la grossesse par exemple. La seconde partie de la discussion en présence de signes d'appel est donc l'intervention brève. À ce stade, vous pouvez suivre différentes étapes selon l'acronyme FRAM. F pour feedback. Faites un retour direct aux parents de la consommation qu'il vient de chiffrer. Par exemple, si j'entends bien ce que vous me dites, votre enfant regarde les écrans 2 heures par jour. Est-ce bien cela? R pour responsibility. Impliquez le parent en amenant à se questionner car la décision de changement lui appartient. Posez des questions ouvertes. Par exemple, que pensez-vous de cet usage des écrans pour votre enfant? Que pensez-vous pouvoir mettre en place à la maison? Est-ce que cela vous paraît compliqué? A pour advice. Donnez votre avis en tant que soignant sur ce qui vient d'être amené par le parent lui-même et proposez votre aide. Je ne peux que vous encourager à faire ces changements. Ou alors, peut-être que cela semble difficile à instaurer. Dans tous les cas, proposez. Voulez-vous que je vous donne quelques repères ou conseils? M pour menu. Cette étape vous permet de dérouler un panel de solutions aux parents et de le laisser choisir celle qui lui semble là où les plus appropriées. Voici ce que vous pouvez présenter. Vous pourriez peut-être arrêter toute exposition aux écrans dans l'idéal 3 ou 4 semaines et observer ce que ça donne. Prévenez le parent. Au début, l'enfant peut manifester son mécontentement par des colères, mais ce ne sera que transitoire. Jouez le jeu avec votre enfant et n'utilisez pas les écrans en sa compagnie. Saviez-vous que cette méthode était soutenue par des actions locales, telles que le défi des 10 jours sans écran à l'initiative de certaines écoles? On pourra utiliser un support papier sur lequel le parent rapportera les temps d'écran limités sur une journée, les comportements associés, pour en discuter ensemble. Si le parent ne pense pas parvenir à arrêter complètement les écrans, vous pouvez lui dire: limitez les temps de visionnage à des temps brefs où vous pouvez être disponible pour commenter ce que votre enfant a vu. Tentez de respecter des moments sans écran, surtout lors des moments privilégiés qu'on peut mémoriser par l'acronyme MRC. Pas le matin, pas pendant les repas et pas avant le coucher. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant constitue une règle d'or. Cela est très bien illustré par l'outil des 4 pas de Sabine Duflo. Autre alternative, le plan familial média. Vous pouvez dire aux parents, il s'agit d'établir une charte que vous élaborez en famille sur les temps et moments de consommation de chacun et que vous signez tous ensemble. Le parent va pouvoir mettre en balance toutes ces alternatives et quand il l'aura décidé, trouver lui-même ce qui lui convient le mieux. Concluez cette étape par une question telle que: dans tout cela, qu'est-ce qui vous paraît réalisable?
L'accompagnement des parents est primordial. Pour aider les parents à mettre en place les mesures proposées, des outils conseils, des jeux ou des ouvrages pratiques et créés par des professionnels sont disponibles. On retrouve notamment les sites jeprotègemonenfant.gouv.fr, un site élaboré par le gouvernement et qui aborde la protection des enfants contre le contenu pornographique en ligne ainsi que l'usage raisonné des écrans. Pédagogeux.fr, un site de jeux vidéo expliqué aux parents. Faminium.com, une plateforme d'accompagnement aux usages numériques dans la famille, ainsi qu'une mini-série humoristique pour sensibiliser aux écrans, La famille tout écran. Aussi, de nombreuses associations ou organismes relais d'information, à la fois pour les praticiens et pour les parents, constituent des ressources précieuses de support avec des affiches notamment. Des sites internet dédiés ou bien des liens utiles sont aussi consultables directement en ligne. Vous pouvez remettre aux parents un document regroupant toutes ces informations d'aide. Vous trouverez un exemple de brochure dans les documents sur le site. Elle regroupe des conseils, des pratiques et des sites utiles afin de donner aux parents des solutions alternatives et concrètes à la maison. Les enfants aiment naturellement la vie et ont besoin d'explorer le monde, de communiquer, de se tromper et de s'ennuyer pour mieux créer et imaginer. Leur environnement, les jeux classiques et les interactions avec autrui lui permettent de s'épanouir pleinement auprès d'adultes attentifs et sensibilisés à son bien-être.